Ok, bienvenue à cette nouvelle vidéo de révision pour le cours de sciences et technologies de 4e secondaire. Aujourd'hui, on va faire le chapitre 4, les transformations de la matière. Dans ce chapitre, on va aborder certaines notions importantes, notamment, on va commencer par les transformations de la matière avec les changements physiques et chimiques. On va ensuite voir la loi de la conservation de la masse. On va aussi voir le balancement d'équations chimiques. Et enfin, on va parler de quelques réactions chimiques qui sont importantes, qui se produisent tous les jours autour de nous. Donc, on commence avec les transformations de la matière. La première transformation, c'est les changements physiques. Donc, une petite définition très très courte des changements physiques. La nature d'une substance lors d'un changement physique ne change pas. Donc ici, la substance est la même. Et un changement physique est généralement réversible. Donc, si on parle de transformation physique, on peut parler du souffleur de verre. Donc, en soufflant dans son tuyau, il va faire grossir la bulle de verre, il va pouvoir changer sa forme, mais au début et à la fin, c'est toujours du verre. Même chose pour faire un mélange. Donc, si je rajoute de l'eau dans un flacon avec une solution, eh bien, je fais juste diluer ma solution. C'est toujours la même solution, c'est toujours les mêmes choses. Donc, la nature ne change pas. Et enfin, un autre exemple, c'est un cube de glace qui pourrait fondre. S'il fond, mais c'était de la glace au départ, c'était de l'eau solide, et à la fin, c'est rendu de l'eau liquide, mais c'est toujours de l'eau H2O. Ensuite, les transformations physiques, il y a 3 types de transformations physiques qu'on doit savoir. Le premier type, les changements de forme. Je le plie, je le découpe, je le mets en boule, je l'aplatis. Donc, dès que je change la forme, c'est toujours la même substance, mais elle a une forme différente. L'autre type de transformation physique, c'est les changements de phase. Donc, quand je passe de solide à gaz à liquide, donc, je vous demande pas de savoir fusion, solidification, liquéfaction, vaporisation, sublimation, condensation, mais vous devez savoir que si une substance change de phase, elle reste toujours la même substance. Donc, c'est une transformation physique. Si je prends une tige d'acier, que je fais fondre, puis j'obtiens de l'acier en fusion, ben c'est toujours de l'acier. Un acier solide, un acier liquide. Et enfin, la dernière transformation physique, c'est la préparation et la séparation des mélanges. Je prends de la poudre, je la mets dans l'eau, la poudre se dissout, c'est maintenant rendu du lait au chocolat, peu importe, eh bien c'est toujours les mêmes substances, c'est juste qu'ils sont mélangés ensemble, mais si j'étais capable, je pourrais les séparer tout simplement. Donc, une transformation qui serait réversible. Ça, c'est les transformations physiques. Maintenant, si on parle de transformation chimique, pour un changement chimique, une définition simple, okay, c'est que la nature des substances change. Donc, lorsque je fais un changement chimique, de nouvelles substances sont créées. Et la réaction est généralement irréversible. Je ne peux pas revenir en arrière et revenir à ce que j'avais au départ. Je prends une bûche, je la fais brûler. Ma bûche brûle, j'obtiens de la cendre, de l'eau, de la vapeur. Je peux pas prendre tout ça ensemble, mélanger ça ensemble, puis revenir à ma bûche. Ma bûche a disparu, elle a changé. Elle n'est plus la même substance. Les transformations chimiques, on peut penser à l'apparition de la rouille, donc j'ai du métal, du fer qui va réagir avec l'oxygène de l'air, ça va créer de l'oxyde de fer qui est une nouvelle substance. Un autre exemple, l'Alka-Seltzer, qui est un comprimé qui contient un acide, une base, lorsqu'ils sont dissous ensemble, ils réagissent, ils produisent un gaz qui sort de mon liquide. Et enfin, l'exemple classique d'une transformation chimique, un feu du bois qui réagit avec l'oxygène de l'air, qui va créer du CO2, de la vapeur d'eau, puis une grande quantité d'énergie. Mais, contrairement aux transformations physiques, les transformations chimiques, il n'y a pas de type de transformation chimique, il y a juste des indices. Pour reconnaître les transformations chimiques, le premier indice, c'est un dégagement de chaleur. Donc, si j'ai de la chaleur qui est produite lors d'une transformation, c'est probablement une transformation chimique. Deuxième indice, production de lumière. Si j'ai de la lumière qui apparaît lors d'une réaction, c'est probablement une réaction chimique. Et un troisième indice, c'est l'apparition de gaz, la formation de gaz, l'effervescence. Donc, s'il y a des bulles qui apparaissent, c'est probablement une transformation chimique.
Les deux autres indices pour identifier une transformation chimique, le premier, c'est la formation d'un précipité. Je mélange deux liquides ensemble et il y a une poudre qui apparaît qui va descendre dans le fond de mon bécher, c'est la formation d'un précipité. Et enfin, le changement de couleur. Et là, je parle d'un changement de couleur qui n'est pas logique, que tu ne peux pas prévoir. Je prends deux liquides qui sont incolores, je les mélange ensemble, ça devient jaune. Ça n'a aucun rapport pourquoi c'est jaune. C'est donc un changement de couleur qui indique une transformation chimique. Donc, 5 indices pour reconnaître une transformation chimique. Je vous rappelle, c'est pas des certitudes, il faut utiliser notre cerveau. Est-ce que c'était prévu ce changement-là? Est-ce que ça fait du sens? Si vous dites que ça sort de nulle part, le changement de couleur, la formation de précipité, dégagement de lumière, peu importe, à ce moment-là, c'est une transformation chimique. Mais si je prends une poudre rouge, puis je la mets dans de l'eau, puis si l'eau devient rouge, le changement de couleur était prévisible, c'est logique, donc c'est probablement juste une solubilisation, et à ce moment-là, c'est une transformation physique. Donc faites attention, réfléchissez bien. Maintenant, on va parler de la loi de la conservation de la masse. La loi de la conservation de la masse vient de Antoine Laurent de Lavoisier, qui a dit dans son traité de chimie « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Cet énoncé-là, c'est la loi de la conservation de la masse. Par contre, il y a deux énoncés qui sont importants à se rappeler. Antoine Laurent de Lavoisier, il a précisé ces deux énoncés et on va les voir tout de suite. Première chose, je vous montre une balance. La balance calcule, dans le fond, le nombre d'atomes de chaque élément dans mes réactifs et mes produits. Mes réactifs qui sont à gauche de ma flèche, mes produits qui sont à droite de ma flèche. Et je vois présentement que j'ai un équilibre. Pourquoi j'ai un équilibre entre mes produits et mes réactifs? Mais premièrement, dans mes réactifs, j'ai une boule noire, 4 boules blanches, 4 rouges. Mais quand je regarde du côté de mes produits, j'ai aussi une boule noire, 4 boules blanches, 4 boules rouges. Ce qui veut dire que les atomes que j'avais au départ, même s'ils se sont réorganisés, reviennent du côté de mes produits. Il n'y a pas de nouveaux atomes qui ont apparu. Il n'y a pas d'atomes qui ont disparu. Mes atomes, au départ, se sont seulement réorganisés pour obtenir mes atomes à la fin dans mes produits. Et c'est ça qui est important, c'est ça le premier aspect de la loi de la conservation de la masse. C'est-à-dire, le nombre d'atomes de chaque élément est identique chez les réactifs et les produits. J'ai 4 hydrogènes du côté des réactifs, je vais avoir 4 hydrogènes du côté des produits. J'ai 2 carbones du côté des réactifs, je vais avoir 2 carbones du côté des produits. Le nombre d'atomes reste le même pour chaque élément. Maintenant, le deuxième aspect un petit peu plus mathématique. Je vous l'énonce, puis après ça, on va voir des applications. Le deuxième aspect, la masse totale des réactifs est égale à la masse totale des produits. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, ma masse ne peut pas augmenter par magie. Ma masse ne peut pas diminuer par magie. La masse reste la même au début, dans mes réactifs, et à la fin, dans mes produits. Le deuxième aspect de la loi de la conservation de la masse va être utilisé dans une question comme celle-ci, qui dit « Quelle sera la masse d'oxyde de magnésium produite si nous mélangeons 9,6 g de magnésium avec 6,4 g de dioxygène selon la réaction suivante? 2 Mg plus O2 se transforme en 2 MgO. » Donc là, premièrement, la question « Quelle sera la masse d'oxyde de magnésium? » Mon inconnu, c'est le MgO. Je veux savoir la masse de MgO. Si nous mélangeons 9,6 g de magnésium, le magnésium, c'est 9,6 g. Avec 6,4 g de dioxygène, le dioxygène, c'est 6,4 g. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la masse totale de mes réactifs est égale à la masse totale de mes produits. Donc, je peux additionner 9,6 puis 6,4, puis ça va être égal à la masse d'oxyde de magnésium qui va apparaître. Et donc, je vais obtenir 9,6 plus 6,4, 16 g d'oxyde de magnésium. Première application. Deuxième application, même genre de problème. Quelle sera la masse de dihydrogène produite si 3,25 g de zinc réagit avec 3,7 g d'acide chlorhydrique pour produire 6,85 g de dichlorure de zinc selon la réaction suivante?
Zn plus 2HCl se transforme en ZnCl2 plus H2. Donc ici, première chose, je prends chacun de mes nombres, chacune de mes masses, et je la mets devant l'atome ou la molécule correspondante. Quelle sera la masse de dihydrogène? Donc H2, c'est mon inconnu. Si 3,25 g de zinc, donc 3,25 en dessous du Zn, réagit avec 3,7 g d'acide chlorhydrique, donc HCl, c'est 3,7 g, pour produire 6,85 de dichlorure de zinc, ZnCl2, c'est 6,85. Maintenant, il faut se rappeler, la masse totale de mes réactifs, donc 3,25 plus 3,7, va être égale à la masse totale de mes produits, 6,85 plus mon inconnu. Mes réactifs, quand je vais additionner 3,25 avec 3,7, ça va me donner 6,95. Donc, je vais avoir aussi, pour les produits, une masse totale de 6,95. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui me manque comme masse pour le H2? 6,95 moins 6,85, 0,1 g de dihydrogène. J'ai obtenu ma réponse. Maintenant, autre sujet, balancer une équation chimique. Balancer une équation chimique, ça permet de répondre à la loi de la conservation de la masse. Ici, vous avez une équation Na plus Cl2 donne NaCl. Je vous pose la question, l'équation chimique ci-dessous respecte-t-elle la loi de la conservation de la masse? Ben, je vérifie. J'ai un sodium Na du côté des réactifs, j'en ai un du côté des produits. J'ai 2 chlore Cl2, 2 chlore du côté des réactifs, mais j'ai juste un chlore du côté des produits. Donc, à ce moment-là, l'équation ne respecte pas la loi de la conservation de la masse. Je balance une équation chimique pour que mon équation chimique respecte la loi de la conservation de la masse. Donc, pour balancer une équation, vous ne pouvez qu'ajouter des coefficients en avant des différents réactifs et produits. Ces coefficients doivent être des nombres entiers les plus petits possibles. Et ça, c'est super important. Vous ne pouvez pas changer les molécules impliquées dans ma réaction chimique. Vous ne pouvez pas changer, ajouter des indices, diminuer des indices à l'intérieur d'une molécule. Vous pouvez juste changer, dans mon équation chimique, le nombre de fois que j'ai cette même molécule. Donc, vous ajoutez un nombre à gauche d'une molécule, donc c'est un coefficient. Vous ajoutez des coefficients en avant de mes réactifs et mes produits. C'est la seule chose que vous pouvez faire. Pour balancer une équation chimique, on doit suivre les 3 étapes suivantes. Première étape, on doit toujours effectuer le bilan du nombre d'atomes de chaque côté de l'équation. Je fais mon bilan. Une fois que j'ai fait mon bilan, je dois identifier l'élément qui est le plus facile à balancer. Généralement, il y a une molécule, c'est des multiples de 2. Donc, c'est souvent, vous allez le voir, là, ça devrait sauter aux yeux lesquels sont les plus faciles à équilibrer. Et vous allez équilibrer la quantité de chaque côté de l'équation en ajoutant un coefficient en avant de la molécule désirée. Donc ici, en appliquant, vous allez voir, là, ça se fait quand même assez bien. Et ensuite, étape 3, ben, vous allez refaire les étapes 1 et 2 en choisissant le prochain élément à le balancer. Ça, c'est si jamais, après avoir fait l'étape 2, votre équation n'est toujours pas balancée. Donc, on va faire un exemple. Vous avez l'équation chimique suivante. CH4 plus O2 se transforme en CO2 plus H2O. Donc ici, premièrement, on doit faire le bilan. Fait que du côté des réactifs, j'ai un carbone. J'ai 4 hydrogènes. J'ai 2 oxygènes. Et là, ici, normalement, là, être capable de les dénombrer, ça devrait être facile. Tout le monde devrait être capable de faire ça. Je regarde de l'autre côté des produits. J'ai combien de carbone? J'en ai un. J'ai 2 hydrogènes. Wow, là, j'ai un problème. Ensuite, j'ai 3 oxygènes. J'ai un autre problème. Fait que là, j'observe tout de suite que mon hydrogène n'est pas balancé et que mon oxygène n'est pas balancé. Par contre, j'ai autant de carbone, fait que je suis correct. Mais là, il faut que je choisisse lequel est le plus facile à balancer. 4 hydrogènes avec 2 hydrogènes ou 2 oxygènes avec 3 oxygènes. Et là, l'oxygène, je remarque qu'il est dans 3 molécules différentes. Ça risque d'être compliqué. Fait que je vais choisir d'équilibrer mes hydrogènes. Et la seule façon que je peux équilibrer mes hydrogènes, c'est en ajoutant des coefficients sur mes lignes mauves qui ont apparu,
qui sont en avant de chacune de mes molécules. Fait que pour équilibrer mes hydrogènes, ben, je veux passer de 2 hydrogènes dans mes produits à 4. Fait que je vais rajouter dans le fond un petit coefficient 2H2O. Et ça va changer mon bilan. Je vais maintenant être rendu avec 4 hydrogènes et je vais être rendu avec un total de 4 oxygènes. Fait que là, mon bilan a changé. J'ai refait mon bilan parce que je ne suis toujours pas équilibré. Donc là, je vais vouloir équilibrer maintenant mes oxygènes. Et comment je fais ça? Ben, je fais juste rajouter un 2 devant mon O2 dans mes réactifs, ce qui va me permettre d'avoir 4 oxygènes du côté des réactifs. Et là, tout est équilibré. Fait que ça se faisait bien. Fait que c'est comme ça qu'on fait le balancement d'une équation chimique. On va en faire une autre. Voici une autre équation. C2H4 plus O2 se transforme en CO2 plus H2O. Et là, si jamais vous voulez tenter de l'équilibrer avant moi, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Et dès que vous avez fini de l'équilibrer, moi, je vais faire la correction. Puis vous pouvez vérifier si vous êtes capable de le faire vous-même. Donc, dans 2 secondes, je corrige. Faites pause si vous le voulez. OK, on corrige. Première étape, on fait notre bilan. Fait que du côté des réactifs, j'ai 2 carbones. Ensuite, j'ai 4 hydrogènes et j'ai 2 oxygènes. Si je regarde du côté de mes produits, j'ai 1 carbone, j'ai 2 hydrogènes et j'ai 3 oxygènes. Fait que là, ici, ça va pas bien. Parce que mes carbones sont pas balancés, mes hydrogènes sont pas balancés, puis mes oxygènes sont pas balancés. Fait que là, je dois choisir lequel je vais équilibrer en premier. Ben moi, je pense que le plus facile à équilibrer va être mes carbones. Fait que pour ce faire, je dois rajouter des coefficients au bon endroit, en haut, devant mes molécules. Fait que si pour ce faire, ça ne sera pas trop compliqué, je rajoute un petit 2 devant mon CO2. Ce qui va me permettre de passer à 2 carbones du côté de mes produits. Par contre, ça va changer aussi mon nombre d'oxygène. Je vais être rendu avec 5 oxygènes maintenant dans mes produits. Mais, c'est pas grave, je continue. Maintenant, hydrogène toujours pas balancé, oxygène toujours pas balancé. Je vais quand même continuer avec les hydrogènes. Parce que c'est 4,2, c'est un multiple qui est facile à trouver, tandis que 2,5, c'est un petit peu plus compliqué. Fait que je vais balancer mes hydrogènes. Pour ce faire, il faut que je rajoute un coefficient du côté des produits. Donc, je vais mettre un petit 2 en avant de H2O. Fait que là, à ce moment-là, je vais doubler mon nombre d'hydrogènes. Je vais être rendu avec 4 hydrogènes. Mais ça va aussi changer mon nombre d'oxygènes. Je vais être rendu avec 6 oxygènes du côté des produits. Oh, mais là, ça devient plus facile, équilibrer mes oxygènes. Parce que tout ce que je vais avoir à faire pour équilibrer mes oxygènes, c'est rajouter un 3 devant mon O2 dans mes réactifs, et ça va faire passer à 6 oxygènes, et je vais avoir maintenant équilibré, balancé tous mes réactifs avec tous mes produits. Mon équation balancée, C2H4 plus 3O2 se transforme en 2CO2 plus 2H2O. Donc, j'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions, mais faut venir les poser en remédiation parce que c'est important d'être capable de faire le balancement d'une équation chimique. Maintenant, on va présenter quelques réactions chimiques qui sont importantes à savoir. Ici, c'est du par cœur, vous devez les étudier, vous devez apprendre les indices pour les reconnaître. C'est votre travail à faire. Moi, je vais essayer de vous présenter les différentes réactions chimiques et rendre ça le plus simple possible. La synthèse, première réaction chimique. Bien, la synthèse, la définition, c'est une réaction au cours de laquelle des atomes ou des molécules se combinent pour former une nouvelle molécule plus grosse. Donc, l'équation qu'on vous avait donnée en classe comme exemple, bien, j'ai 2 sodium qui réagissent avec du chlore, ça donne du NaCl. Bien, dans le fond, on l'a dit en classe, tu as 2 petits morceaux qui sont séparés qui finissent par former une union. Hein? J'ai Homer puis Marge qui sont tout seuls, puis après ça, ils se mettent ensemble puis ils forment un couple. Bien, ça, c'est la synthèse. Ils viennent de créer quelque chose de nouveau. Si on va voir maintenant la deuxième réaction chimique, la décomposition. La définition dit que c'est une réaction au cours de laquelle une grosse molécule se sépare en composés plus simples ou en atomes. Mais là, c'est pas mal le contraire de la synthèse.
Fait que j'ai 2 AgCl, qui est une grosse molécule, qui va se séparer en Ag et Cl2. Donc, c'est le même principe que tantôt, mais c'est le contraire. Fait que si j'ai Marge puis Homer qui sont en couple, et là, ils décident de se séparer, fait que j'ai Marge tout seul puis Homer tout seul. Une décomposition, j'ai une grosse molécule, puis elle se sépare en 2 petits. C'est tout. OK, la troisième réaction, c'est la réaction de précipitation. La définition dit, suite au mélange de 2 solutions, il y a formation d'une substance peu ou pas soluble, qu'on appelle un précipité, qui va s'accumuler au fond. Un exemple d'équation de précipitation, c'est celle-ci, MgCl2 aqueux plus Na2SO3 aqueux se transforme en MgSO3 solide plus 2 NaCl aqueux. L'indice principal pour reconnaître une précipitation, c'est que tu as un produit qui est sous forme solide. Par contre, il faut absolument que dans tes réactifs, tu aies 2 solutions aqueuses. Okay? Ça se peut que tu aies des solides qui vont donner dans les réactifs des solides dans les produits. Mais là, c'est pas une précipitation. Il faut que tu aies 2 solutions aqueuses, que tu mélanges ensemble, puis que ça donne un produit qui est solide. On a fait en laboratoire une expérience où on a mélangé 2 solutions limpides, puis j'ai obtenu une poudre jaune. Ben ça, c'est l'exemple parfait d'une précipitation. Et je l'ai reconnu comment? Parce que dans mes réactifs, j'avais 2 substances aqueuses. Dans l'équation chimique, c'est un petit AQ entre parenthèses qui identifie ces substances-là. Et dans les produits, j'ai une substance qui est solide qu'on identifie avec un petit S entre parenthèses dans l'équation chimique. Donc ça, c'est comme ça que je reconnais une précipitation. J'ai 2 liquides, 2 solutions aqueuses que j'ai mélangées ensemble, puis j'ai un solide qui apparaît après. Donc ça, c'est la précipitation. Réaction suivante, l'oxydation, c'est une des plus simples et qu'on retrouve un peu partout, fait que c'est important de la connaître. L'oxydation, c'est une réaction chimique impliquant de l'oxygène ou une substance ayant des propriétés semblables. J'aurais pu limiter ma définition à une réaction chimique impliquant de l'oxygène parce que c'est de l'oxydation. Fait que si, dans une équation chimique comme celle-ci, 4Fe plus 3O2 se transforme en 2Fe2O3 plus de l'énergie, ben l'oxydation, son indice, c'est que j'ai de l'oxygène dans mes réactifs. Et là, faites attention, là, quand je dis de l'oxygène dans mes réactifs, il faut qu'il soit sous forme O2, gazeuse, tout seul, comme il est là. Le O3 dans mes produits, dans l'Fe2O3, là, c'est pas de l'oxygène dans mes réactifs. Okay? Si j'avais Fe2O3 dans mes réactifs, ça serait pas de l'oxygène. Il faut que ce soit du O2 gazeux dans mes réactifs. C'est comme ça qu'on reconnaît l'oxydation. Donc, on se rappelle oxydation O2, oxydation oxygène. Ensuite, neutralisation acido-basique. Définition, réaction chimique où un acide réagit avec une base de manière à former de l'eau et un sel. Le nom de la réaction dit ce que tu as dedans. Un exemple de réaction, ben, j'ai 2 HBr aqueux qui réagissent avec CaOH2 aqueux pour donner CaBr2 plus 2H2O. Ben là, HBr commence par H, c'est un acide. CaOH2, ça termine par OH, c'est une base. J'ai un acide qui réagit avec une base. Ça donne un Cl et de l'eau, H2O. Ben, on devrait être capable de la reconnaître quand même assez facilement. HOH. OK? Pensez à ça, HOH. Acide, base. Par contre, dans la neutralisation acido-basique, il y a une petite chose qu'il faut savoir de plus. OK? Mon HCl, ici, ma fiole bleue, là, HCl, ben, c'est une fiole qui contient un acide. C'est donc une solution qui est acide. Son pH est en bas de 7. Ça peut être corrosif si c'est un acide fort, comme du HCl. NaOH, ben là, ici, ma fiole au centre, ma fiole rouge, ben, NaOH, c'est une base. Fait que j'ai une solution qui est basique. Donc, mon pH de ma solution basique est supérieur à 7. Si je renverse du NaOH sur moi, ça va faire transformer mon gras en savon. Après ça, ça va faire défaire ma peau. C'est dangereux, ça aussi. Par contre, quand je mélange les deux, qu'est-ce que j'obtiens? Ma troisième fiole qui contient du H2O puis du NaCl. H2O, c'est de l'eau. NaCl, c'est du sel. C'est de l'eau salée. Donc, c'est une solution qui est neutre parce que j'ai plus d'acide, plus de base. Fait que mon pH est maintenant rendu à 7. Fait que si j'ai autant d'acide et autant de base, quand je les mélange ensemble, j'obtiens une solution qui est neutre après une neutralisation acido-basique.
basique. La réaction suivante, c'est la réaction de combustion. La définition dit c'est une forme d'oxydation qui libère beaucoup d'énergie. La définition n'est pas super claire, mais je pense que le terme combustion, vous devriez penser rapidement à un feu. Okay? L'équation chimique de la combustion ressemble à celle-ci. On a CH4 plus 2O2 qui se transforme en CO2 plus 2H2O, plus de l'énergie. Donc ici, comme c'est une oxydation, on va retrouver de l'oxygène, du O2 dans mes réactifs, mais la combustion, ce qui est important, c'est que ça va produire du CO2 dans mes produits. Fait que là, à ce moment-là, la combustion, si vous marquez que c'est une oxydation parce qu'il y a du O2, c'est une bonne réponse. OK? Mais ici, ce qui va l'identifier, la différencier des autres formes d'oxydation, c'est que tu as du CO2 qui apparaît dans les produits. Okay, le CO2, c'est le gaz carbonique, tout le monde en parle, c'est responsable du réchauffement de la planète. C'est un gaz produit par la combustion des combustibles fossiles. Donc là, c'est pas mal des mots qui se ressemblent. Hein? Combustible fossile, combustion, CO2, c'est tout un même melting pot. Ça devrait vous aider à reconnaître une réaction de combustion. Combustion, une chose qui est importante à savoir, c'est le triangle du feu. Fait qu'on va en parler très très bientôt. Il faut se rappeler que dans les réactifs, on retrouve du dioxygène, du O2. Dans les produits, on retrouve du dioxyde de carbone, du CO2. Mais le triangle du feu, c'est un triangle pour nous rappeler c'est quoi les trois éléments qui sont essentiels à l'apparition d'un feu, à l'apparition de la réaction de combustion. J'ai pas le droit au combustible, comburant, chaleur. Si j'ai ces trois éléments, il peut y avoir combustion. S'il m'en manque un, je n'ai pas de combustion. Donc, si on commence par le comburant, c'est toujours de l'oxygène, du O2. En partant, c'est facile à retenir, comburant, oxygène. Ensuite, le combustible, ben, c'est tout ce qui peut brûler. Ça peut être du bois, ça peut être de l'essence, ça peut être du tissu, ça peut être n'importe quelle substance qui peut être brûlée. C'est un combustible. Des feuilles mortes, de la tourbe, un cadavre, des murs de plantes, peu importe, tout ce qui peut brûler est le combustible. Et enfin, la chaleur, ben là, c'est n'importe quelle substance qui fournit de l'énergie pour partir mon feu. Ça peut être une allumette, ça peut même être le soleil. Donc ici, on a besoin d'un élément de chaleur pour partir ma combustion. Fait que c'est important de se souvenir des trois termes comburant, qui est l'oxygène, combustible, c'est ce qui brûle, chaleur, c'est mon énergie, pour pouvoir identifier la bonne substance dans mon examen. L'avant-dernière réaction chimique, la respiration cellulaire. La définition dit que c'est une réaction qui utilise le glucose et le dioxygène pour produire de l'énergie. L'équation de la respiration cellulaire, cette grosse équation-là, C6H12O6 plus 6O2 se transforme en 6CO2 plus 6H2O plus de l'énergie. Et là, vous avez parfaitement raison si vous me dites qu'il y a du O2 dans les réactifs, donc c'est une oxydation. Vous avez parfaitement raison si vous me dites qu'il y a du O2 dans les réactifs, puis il y a du CO2 dans les produits, donc c'est une combustion. Vous avez raison. Mais ce qui différencie la respiration cellulaire de l'oxydation puis de la combustion, c'est que ça utilise cette grosse molécule-là, le C6H12O6, et ça, c'est du sucre. Donc ici, dès que vous voyez le C6H12O6 dans les réactifs, ben c'est des cellules animales qui utilisent du sucre pour faire de l'énergie. Respiration cellulaire, c'est le processus utilisé par les cellules animales pour prendre le sucre puis le transformer en énergie. Donc, si vous avez du sucre dans les réactifs, C6H12O6, respiration cellulaire. Maintenant, l'équation inverse, la photosynthèse. La photosynthèse, c'est une réaction qui utilise l'énergie du soleil, le gaz carbonique et de l'eau pour produire du glucose et du dioxygène. Donc, l'équation chimique, encore une fois, elle est monstrueuse. C'est le 6CO2 plus 6H2O plus énergie solaire se transforme en C6H12O6 plus 6O2. Ben là, ici, on voit rapidement que j'ai mon C6H12O6 qui est dans mes produits cette fois-ci. Donc, mon sucre est dans les produits. Mais mon gros indice, c'est l'énergie solaire.
qu'est-ce qui utilise l'énergie solaire, à part nos calculatrices? Ben, c'est les végétaux. Et les végétaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la photosynthèse. Fait que dès que vous allez voir l'énergie solaire dans les réactifs, ben, vous devriez penser à photosynthèse. Énergie solaire, plante verte. OK? Photosynthèse. Par contre, les deux réactions qu'on vient de voir, photosynthèse et respiration cellulaire, ont un lien en commun qui est super important. L'image que je vous ai mise représente cette union de ces deux réactions chimiques. Et là, je m'excuse si elle est en anglais, l'image, mais je la trouvais belle. Dans les chloroplastes, c'est là qu'on observe la photosynthèse. Dans les mitochondries, c'est là qu'on observe la respiration cellulaire. Et ce qu'on peut constater, c'est que les produits de l'un sont les réactifs de l'autre. Donc, les chloroplastes vont produire du glucose puis du O2. Puis le glucose puis le O2 vont être les réactifs qui vont rentrer dans mes mitochondries. Mes mitochondries vont produire du CO2 puis de l'eau, puis c'est ce qui va rentrer dans mes chloroplastes. Et ça, c'est super important. Les produits de l'un sont les réactifs de l'autre. Ce qui fait que les deux réactions chimiques qu'on a là sont interreliées. Les végétaux et les animaux ont besoin l'un de l'autre pour survivre. Parce que ce que l'un produit, l'autre en a besoin pour vivre, et vice-versa. Fait que c'est super important de se rappeler de ça. Les deux sont interreliés. Et avec ça, on vient de finir le chapitre 4. Vous avez la vidéo, ça va vous aider à étudier, mais vous devez faire votre effort d'étude pour vous préparer pour l'examen. Bonne étude, bonne chance.